Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Glenn Diesen. Je suis professeur d'économie politique en Norvège. Notre session était consacrée à la sécurité en Eurasie. J'aimerais aborder 3 conclusions principales. Tout d'abord, la source actuelle des conflits semble résider dans l'opposition entre un monde unipolaire et un monde multipolaire. Il s'agit, dans une large mesure, d'un phénomène nouveau dans les relations internationales. Au VI siècle, le Royaume-Uni, puissance maritime dominante, s'opposait à une puissance terrestre, la Russie. Au XX siècle, cela s'est traduit par une confrontation entre les États-Unis, puissance maritime, et l'URSS, puissance terrestre. Aujourd'hui, au VI siècle, nous voyons à nouveau les États-Unis comme puissance maritime dominante. Mais sur le continent eurasien, une multipolarité est en train de se former, offrant de nombreuses opportunités. La plus grande économie, la Chine, ne semble ni disposer des moyens ni montrer le désir de dominer le continent. Au lieu de cela, nous observons d'autres initiatives visant à promouvoir la multipolarité en Eurasie. Ainsi, nous assistons à un conflit entre un système unipolaire que les États-Unis tentent de rétablir et un système multipolaire. La majorité mondiale semble préférer la multipolarité. C'est, je pense, une des raisons principales pour lesquelles les BRICS attirent autant de pays. Cependant, au cours de nos discussions, nous avons trouvé un consensus sur l'importance de garantir que l'Eurasie développe un mouvement anti-hégémonique plutôt qu'un mouvement anti-occidental. L'objectif doit être l'harmonisation des intérêts. Autrement dit, il faut éviter que l'Eurasie devienne un autre bloc fermé. Je crois que c'est en grande partie ce qui explique le succès des BRICS, qui peuvent servir d'outils pour surmonter la pensée basée sur les blocs. L'Eurasie est également attrayante car elle illustre l'intérêt d'une politique étrangère multivectorielle, permettant de diversifier les politiques économiques et les relations avec différents pôles de puissance. C'est une nécessité que nous constatons. Cela permet de garantir l'indépendance politique et économique, de sorte que les pays ne soient plus simplement spectateurs dans les relations internationales. C'est pourquoi de nombreux pays refusent de choisir entre 2 blocs concurrents. Ils cherchent plutôt à harmoniser les intérêts. La majorité mondiale aspire à une multipolarité eurasienne, essentielle pour adopter une véritable approche multilatérale, en opposition à ce que promeut Washington. Enfin, une Eurasie multipolaire présente des incitations à l'harmonisation des intérêts, car les grandes puissances eurasiatiques ont des formats différents pour l'intégration de la région. Leurs intérêts divergent. On le voit notamment entre la Russie et la Chine. Cependant, aucune de ces puissances ne peut atteindre ses objectifs ou son format d'intégration sans coopération avec d'autres centres d'influence. Cela crée des incitations à l'harmonisation des intérêts. C'est précisément ce qui a rendu les BRICS si efficaces. Je me souviens qu'il y a 10 ans, beaucoup prédisaient que l'Asie centrale deviendrait un point de friction entre la Russie et la Chine. Au contraire, nous constatons qu'il s'agit d'un territoire de coopération. Cela nous donne un sentiment d'optimisme pour d'autres parties de l'Eurasie. Cette situation diffère fondamentalement des alliances habituellement utilisées pour promouvoir l'unipolarité. Vous avez évoqué les impulsions impériales visant à diviser les nations. Dans un système d'alliance, des divisions sont toujours attendues, entre la Russie, l'Inde et la Chine, entre les pays arabes et l'Iran, entre l'Europe et la Russie, simplement parce qu'il est plus facile de diviser une région en alliés dépendants qui serviront les intérêts hégémoniques. Ainsi, dans l'esprit de l'harmonisation des intérêts, j'aimerais poser une question en partant de l'hypothèse qu'en Europe, il n'a pas été possible de trouver une issue mutuellement acceptable à la guerre froide. Eux pensent que cela a été la source de nombreuses tensions. Le principe de sécurité indivisible a, au lieu de cela, conduit à une fragmentation, et nous avons également assisté à l'élargissement de l'OTAN. Ainsi, ma question est la suivante. La multipolarité eurasiatique pourrait-elle offrir un nouveau format d'interaction entre la Russie et l'Europe? Je pose cette question car, il y a quelques années, un livre intitulé « L'Europe comme la péninsule occidentale de la Grande Eurasie » a été publié. Peut-être y a-t-il une voie en ce sens? Merci. Je m'excuse. Pardon. Pourriez-vous répéter tout ce que vous avez dit à la fin? La question, encore une fois. Formulez-la de nouveau, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ma question était la suivante. Elle partait du principe que, à travers toute l'Eurasie, nous avons vu que de nombreux pays ont réussi à surmonter leurs contradictions politiques, grâce à l'interaction économique. Par exemple, les accords que la Chine a promus entre les pays arabes et l'Iran. Je réfléchissais à un nouveau format pour la Grande Eurasie, où l'Europe ferait partie de cette Eurasie. Existe-t-il une possibilité d'utiliser les BRICS ou une autre institution pour également soutenir de meilleures relations entre la Russie et l'Europe, afin que nous puissions surmonter cette politique de bloc en Europe, que nous n'avons jamais pu dépasser depuis la Seconde Guerre mondiale? Vous savez, après la fin de la guerre froide, il y avait en principe une chance de surmonter cette pensée et cette politique de bloc.
Je répète, après la fin de la guerre froide, il y avait une chance de surmonter à la fois la pensée de bloc et la politique de bloc. Mais, comme je l'ai déjà dit dans mon intervention, je suis convaincu que les États-Unis n'en voulaient pas. Ils ont probablement craint que leur contrôle sur l'Europe ne s'affaiblisse. Ils ont voulu le préserver et même l'intensifier. Mais je pense que cela finira par affaiblir ce système de subordination vassalique. Je tiens à préciser que ce que je dis ici ne contient aucune intention malveillante. Je ne veux accuser ni reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit, Dieu m'en garde. Mais nous voyons bien que de nombreux pays européens, pratiquement tous les membres de l'OTAN, prennent des mesures qui nuisent à leurs propres intérêts tout en bénéficiant à la politique et à l'économie américaine. Aux États-Unis, dans certains États, les sources d'énergie coûtent 3-4, voire 5 fois moins cher qu'au sein de l'Union européenne. Ils prennent consciemment des décisions fiscales, comme réduire l'impôt sur les sociétés, par exemple, pour créer des conditions favorables au transfert d'industries entières d'Europe vers les États-Unis. Et certains s'y installent. Cela a d'abord concerné les secteurs liés aux sources d'énergie primaires, comme la production d'engrais, l'industrie du verre et quelques autres secteurs. Ils ont simplement cessé leurs activités en Europe, car cela n'était plus rentable, et ont déménagé là-bas. Ensuite, cette tendance s'est élargie à d'autres domaines. Cela affecte maintenant l'industrie métallurgique et récemment l'industrie automobile. On peut rejeter la faute sur une soi-disant inefficacité de la gestion d'une entreprise donnée, mais c'est le résultat des politiques gouvernementales avant tout. Et dans de telles conditions, la direction de ces entreprises doit tenter de sauver leurs activités et leurs emplois, mais ce n'est pas toujours possible. Ainsi, le conflit actuel, auquel nous participons malheureusement, a permis aux États-Unis de renforcer leur rôle dominant. Disons-le franchement, cela a conduit à une sorte de dépendance semi-coloniale étrange. Honnêtement, je ne m'attendais pas à cela comme résultat des choix politiques. Et la même chose se passe avec le Japon. C'est surprenant. Que avons-nous fait de mal au Japon? Rien, absolument rien, ni un acte, ni un mot. Pourtant, ils ont adopté des sanctions contre nous. Pourquoi donc? Maintenant, la question se pose, que faire face à cela? Nous n'avons rien fait, mais peut-être que des collègues du Japon auront des questions à poser. Avec l'Europe, c'est encore pire. Vous savez, je l'ai déjà mentionné, mais je ne résisterai pas au plaisir de me souvenir d'une conversation avec l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl en 1993. J'ai eu la chance d'être présent lors de son échange avec l'ancien maire de Saint-Pétersbourg. À l'époque, je me souvenais encore bien de l'allemand et j'ai servi d'interprète entre eux. Il a même renvoyé son propre interprète, lui disant de se reposer. Je suis resté pour traduire. Pour moi, qui avais récemment travaillé dans les services de renseignement extérieur de l'Union soviétique, entendre ce qu'il disait était surprenant. Honnêtement, en écoutant et en traduisant, j'étais, disons-le, très surpris. J'avais encore dans la tête les schémas de pensée de la guerre froide, en tant qu'agent du renseignement du KGB soviétique. Et soudain, Kohl commence à dire que l'avenir de l'Europe, si elle veut rester un centre indépendant de civilisation mondiale, doit se construire uniquement en coopération avec la Russie, en unissant nos efforts. J'étais bouche bée. Il a continué sur la même lancée, parlant de la manière dont, selon lui, la situation évoluerait sur le continent américain et des efforts que les États-Unis allaient déployer et dans quelle direction. Je ne vais pas tout reproduire ici, mais il ne disait rien de mal à propos des États-Unis, non. Il s'exprimait simplement en tant qu'analyste, comme un expert, et non comme un chancelier fédéral. Mais en réalité, 85 à 90% de ce qu'il avait prédit s'est effectivement réalisé. Je le constate aujourd'hui, nous le constatons tous. Bien sûr, nous devons essayer de construire un système de sécurité sur le continent eurasiatique. Ce continent est immense et, bien entendu, l'Europe peut et, à mon avis, doit être une partie intégrante de ce système. Vous avez mentionné que, comme vous l'avez noté, la Chine ne souhaite pas et n'a pas la possibilité de jouer un rôle dominant. Vous avez parlé de l'Asie centrale, et je vais aborder ce sujet également. Il me semble que, et je suis sûr qu'il y a des amis chinois parmi nous, dans la philosophie chinoise, il n'y a pas cette ambition de domination. C'est précisément là que réside tout l'intérêt et l'attractivité de la théorie ou de la proposition formulée par le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. La ceinture et route. Une ceinture et une route commune. Ce n'est pas seulement une voie chinoise, c'est une voie commune. Dans nos relations bilatérales, c'est exactement ainsi que nous opérons, dans l'intérêt mutuel. Et que se passe-t-il en Asie centrale? Tout le monde s'attendait à une confrontation ou à des tensions entre la Russie et la Chine dans cette région. Mais non, vous comprenez pourquoi? Ces pays ont des États jeunes, avec des économies nécessitant un développement sérieux. Il y a également des dynamiques démographiques importantes, comme en Ouzbékistan.
Chaque année, la population augmente d'1 million de personnes. Imaginez, un pays de 27 ou 28 millions d'habitants qui gagne 1 million chaque année. En Inde, c'est encore plus impressionnant. Mon ami, le Premier ministre Modi, m'a dit qu'il y avait 1,5 milliard de personnes en Inde. En Ouzbékistan, il y a 38 millions d'habitants, bientôt 40 millions, avec une croissance annuelle de plusieurs millions. C'est énorme. Ces pays font face à de nombreux défis. Si la République populaire de Chine vient aider ces économies, cela stabilise les processus politiques internes et la structure étatique en tant que conséquence de cette coopération économique. La Russie est totalement intéressée par cette stabilité. Nous souhaitons voir une situation stable et un développement durable dans cette région. C'est également dans notre intérêt. Par conséquent, il n'y a aucune rivalité là-bas, seulement une coopération. Cela ne nuit en rien à nos relations traditionnelles avec cette région du monde. Les pays d'Asie centrale, qui ont fait partie pendant des siècles de l'Empire russe et de l'Union soviétique, n'oublient pas et apprécient nos relations particulières. Ces relations profitent à tout le monde. Si nous construisons une telle structure de sécurité sur le continent eurasiatique, et aujourd'hui, d'ailleurs, je vois et entends ce qui se dit dans certains pays européens. On parle à nouveau de créer un système de sécurité unifié de Lisbonne à Vladivostok. On revient à une idée déjà évoquée, il me semble, par De Gaulle à son époque. Certes, il parlait jusqu'à l'Oural, mais en réalité, cela devrait aller jusqu'à Vladivostok. Ces idées ressurgissent. Si nos collègues reviennent à cette notion, et surtout au principe que vous avez mentionné, qui est consigné dans les documents de l'OSCE, à savoir que la sécurité d'un pays ne doit pas contredire ou compromettre celle d'un autre, alors nous aurons fait un grand pas. C'est crucial. Si nous parvenons à faire cela et à renforcer, comme vous l'avez également souligné, le niveau de confiance, alors nous pourrons avancer. Aujourd'hui, le principal problème sur notre continent eurasiatique, notamment entre la Russie et les pays européens, est un déficit de confiance. On peut critiquer la Russie autant qu'on le souhaite, et nous faisons probablement aussi beaucoup d'erreurs. Par exemple, lorsqu'on nous dit que nous avons signé les accords de Minsk uniquement pour permettre à l'Ukraine de se réarmer, sans jamais avoir eu l'intention de résoudre pacifiquement le conflit. Dans ces conditions, comment parler de confiance? Comment? Vous avez publiquement déclaré que vous nous avez trompés, menti et manipulés. Alors, quelle confiance peut-il y avoir? Pourtant, nous devons progressivement revenir à ce système de confiance mutuelle. Peut-être que cela prendra du temps, mais c'est une étape essentielle pour bâtir un système de sécurité unifié en Eurasie. Est-ce possible? Helmut Kohl, que j'ai mentionné plus tôt, considérait que non seulement c'était nécessaire, mais absolument indispensable. Je partage ce point de vue. Vous m'aviez répondu avec beaucoup de précision que les relations entre ces pays devaient être fondées sur le respect mutuel et l'avantage réciproque. Cependant, 8 années se sont écoulées et le monde a beaucoup changé. D'un côté, il y a la concurrence, les sanctions et même des luttes terribles. Mais de l'autre côté, le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, ainsi que les projets de coopération, se développent avec beaucoup de succès. Ma question est la suivante. Quelle est votre évaluation actuelle et future du partenariat stratégique entre la Russie et la Chine? Deuxièmement, pensez-vous qu'il existe des opportunités pour normaliser les relations entre la Russie, les États-Unis et la Chine dans un contexte renouvelé? Merci beaucoup. En ce qui concerne les relations entre la Russie et la République populaire de Chine, elles sont actuellement d'un niveau sans précédent. Elles reposent sur une confiance mutuelle, ce qui nous manque dans nos relations avec d'autres pays, notamment avec les pays occidentaux. J'ai déjà expliqué pourquoi. Si des représentants des pays visés par mes critiques étaient ici, ils formuleraient certainement une longue liste de réclamations contre la Russie et contre moi personnellement. Mais ce n'est pas le moment de débattre. Je tiens simplement à souligner que le niveau de confiance entre la Russie et la Chine est à son point culminant dans l'histoire récente. Cela repose également sur nos relations personnelles, amicales et véritablement amicales avec le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Ces relations personnelles constituent une base solide pour le développement des relations interétatiques. Je ne vais pas entrer dans les détails pour l'instant, mais nous avons atteint un volume d'échanges commerciaux de 240 milliards de dollars. Ce n'est peut-être pas le plus élevé au monde, mais cela place la Chine au 4e rang parmi les principaux partenaires commerciaux de la Russie. C'est déjà significatif. C'est un élément très important, et nous nous complétons réellement bien. Nous avons commencé par le secteur énergétique, y compris l'énergie nucléaire. Avec le développement de nos capacités
capacités technologiques, nous échangeons de plus en plus ces technologies. C'est crucial, et cette coopération prend de plus en plus d'importance. Nous élargissons ainsi la gamme de notre coopération et diversifions nos opportunités, en accordant de plus en plus d'attention aux technologies de pointe dans des domaines variés. La Chine a accompli beaucoup de progrès. Je l'ai déjà mentionné, peut-être pas ici, mais lors d'autres événements publics. Selon nos experts, le modèle économique adopté par la Chine, développé naturellement en réponse aux besoins de la vie quotidienne, est bien plus efficace que ceux de nombreuses autres grandes économies mondiales. Disons-le franchement, ces éléments combinant économie planifiée et marché réussissent bien aux spécialistes chinois, et nos amis, à un niveau politique, parviennent à ne pas interférer avec leur travail. C'est très important, et cela produit de bons résultats. Ainsi, l'économie chinoise fonctionne plus efficacement que d'autres économies, même si l'on observe une certaine correction en termes de taux de croissance économique. Aux États-Unis, malheureusement, on mène une politique de double contention, essayant de contenir à la fois la Chine et la Russie. Pourquoi veulent-ils agir sur deux fronts en même temps? Cela reste totalement incompréhensible. Ils semblent penser que la montée en puissance économique de la Chine représente une menace pour leur domination. Mais, à mon avis, s'ils veulent agir efficacement, ils ne devraient pas utiliser ces méthodes. Ils devraient prouver leur supériorité dans une concurrence honnête et ouverte. Cela permettrait de stimuler les forces de développement internes aux États-Unis eux-mêmes. Mais que font-ils? Ils interdisent une chose, puis une autre, et au final, cela nuit seulement à leur propre développement. Par exemple, l'interdiction des produits chinois ou des technologies chinoises sur le marché américain, à quoi cela va-t-il conduire? À l'inflation et à une hausse des coûts de production. Voilà ce que cela entraînera. C'est tout. En ce qui concerne notre coopération, dans les domaines où ils tentent de freiner le développement de la Chine, celle-ci peut être renforcée par notre collaboration avec la République populaire de Chine. Par exemple, nous avons commencé par le secteur énergétique et cela se développe très activement. Dans les domaines pétroliers, gaziers et des technologies nucléaires. Nous travaillons activement à la création de nouveaux blocs pour les centrales électriques, ainsi qu'aux livraisons de pétrole et de gaz. Cela crée un système de sécurité énergétique absolument fiable pour la Chine. C'est une frontière commune, et personne ne peut entraver cela. Ni les tempêtes, ni les blocages des routes maritimes ne peuvent entraver notre coopération, car nous partageons une frontière commune. Les livraisons continueront, quoi qu'il arrive. C'est une garantie totale. Je pense que si les États-Unis changeaient de direction dans leurs relations avec la Russie et la Chine, en abandonnant leur politique de double contention au profit d'une politique de coopération trilatérale, tout le monde en sortirait gagnant, et il n'y aurait aucun perdant. Cette vidéo met en lumière la réflexion stratégique et l'approche pragmatique du président Vladimir Poutine sur divers sujets d'envergure internationale, notamment les relations entre la Russie, la Chine, les États-Unis et d'autres acteurs mondiaux. Il aborde des thèmes tels que la coopération économique, la confiance mutuelle, les défis du développement global et les approches pour instaurer une stabilité et une sécurité commune. Ces réponses offrent une perspective analytique qui peut inspirer tant dans la sphère personnelle que professionnelle. Voici les excellentes leçons que l'on peut tirer de ces discours pour exceller dans sa vie. 1. Adopter une vision stratégique. Poutine insiste sur l'importance de prévoir les tendances à long terme et d'anticiper les défis et opportunités. Dans votre vie, que ce soit au travail ou dans vos projets personnels, avoir une vision claire et élaborer un plan stratégique peut être déterminant pour atteindre vos objectifs. 2. Cultiver des relations basées sur la confiance. La coopération entre la Russie et la Chine est décrite comme reposant sur une confiance mutuelle solide. Cela rappelle que les relations interpersonnelles ou professionnelles prospèrent lorsque la confiance est au cœur des interactions. Prenez le temps d'être honnête, transparent et fiable pour bâtir des relations durables. 3. Valoriser la complémentarité dans les partenariats. Le président souligne comment la Russie et la Chine se complètent dans divers domaines, comme l'énergie et les technologies. Dans votre vie, identifiez les forces de vos partenaires ou collaborateurs et cherchez à créer des synergies mutuellement bénéfiques. 4. Encourager la flexibilité et l'innovation. L'économie chinoise est vantée pour sa capacité à intégrer des éléments de marché et de planification. Cela illustre l'importance d'être adaptable et d'innover dans un monde en constante évolution. N'hésitez pas à explorer de nouvelles idées et à remettre en question les méthodes traditionnelles. 5. Privilégier une approche constructive face aux conflits. Poutine critique la politique de double contention menée par les États-Unis, qui, selon lui, nuit à leur propre développement. Dans votre vie, adoptez une approche constructive pour résoudre les différends, en cherchant des solutions gagnant-gagnant plutôt que des rivalités destructrices. 6. Se concentrer sur des résultats durables.
La collaboration entre la Russie et la Chine dans le domaine énergétique est décrite comme une garantie de stabilité à long terme. Inspirez-vous de cela pour privilégier des projets ou décisions qui ont un impact positif et durable, que ce soit dans votre carrière ou votre développement personnel. 7. La patience et l'écoute active. Le discours met en avant une analyse réfléchie des relations internationales, où l'écoute des besoins et des perspectives de l'autre est clé. Dans votre vie, développez votre capacité d'écoute et soyez patient pour comprendre les points de vue des autres avant d'agir. Conclusion. Que pensez-vous des approches de Vladimir Poutine pour instaurer la coopération et la confiance dans des environnements complexes? Selon vous, ces principes peuvent-ils être appliqués efficacement dans des contextes non politiques? Partagez vos réflexions en commentaire. Nous serons ravis d'échanger avec vous sur ces idées inspirantes. Merci de votre participation. À très bientôt.